de la part du MEDEF, désolé, on a été coupé. plus encore, il faut le dire, de la part de CFDT qui parlait au nom de la CFTC, de la CGC, bien que leur fédération CFDT, CFTC, CGC ait signé l'accord, c'est un accord unanime dans le champ, mais cette confédération au nom des autres a fait un réquisitoire contre tous les points de l'article, tous les articles de l'accord. C'est donc, alors, entre-temps, vous avez peut-être vu le gouvernement ramer pour dire mais non, c'est un bon accord, il va rentrer en vigueur, etc. Et alors, que peut-il se passer le 16 juin? D'abord, il faut replacer le contexte, je le disais, loi travail, chantage du MEDEF pour dire j'irai plus à la négociation assurance chômage, mais j'y vais quand même. Et en fait, à chaque fois qu'ils disent qu'ils n'y vont plus, ils sont présents la fois d'après, d'autant plus que c'est chez eux. On est les seuls à dire qu'il faut que ça sorte du MEDEF. Et donc, la négociation du régime d'assurance chômage au régime général n'a pour le coup pas vraiment commencé. On fait des réunions techniques, on a des saloperies qui se discutent, des propositions pour faire baisser les droits des chômeurs de 1 milliard jusqu'à 1,5 milliard en sacrifiant encore une fois le système des chômeurs qui sont 1,4 million à être dans l'activité réduite. Ça cumule un peu de petits boulots et un peu d'assurance chômage. Et tout ça fait que quand même tous les syndicats, même la CFDT, même la CFTC, la CGC, disent qu'il ne peut y avoir un accord que s'il y a une augmentation des cotisations patronales. Au passage, dans notre accord du 28 avril, il y a une augmentation des cotisations patronales de 1%, échelonnée sur un an, et une suppression des abattements professionnels en 2017. Si on appliquait ce 1% de cotisation patronale dans le régime général, il n'y aurait plus de déficit. Ça fait rentrer automatiquement 5 milliards par an, et le déficit, il est de 4 milliards par an. Donc, le déficit, il est parfaitement organisé. Et soi-disant, on est responsable d'un quart, évidemment, ça nous permet de se trouver économiquement. Donc, le 16 avril, il y a en gros deux possibilités, avec quelques variantes. Il y a ou bien le MEDEF continue à avoir un mandat complètement fermé, pas d'augmentation de cotisation. La ligne, entre guillemets, dure. Gata, Zanco et les banques et assurances. Voilà. Donc, auquel cas, il n'y a pas d'accord assurance chômage et l'État va se retrouver dans la situation de devoir prendre un décret pour non seulement proroger, mais peut-être même modifier le régime d'assurance chômage, auquel cas, pour ce qui est des années supplémentaires, alors il faudra faire attention à ce qu'il fait sur le régime général, à ce que ce ne soit pas des baisses de droits des chômeurs, mais justement une augmentation de recettes, par exemple. Il faut quand même regarder ça avec attention, vu qu'ils se sont engagés à réduire les dépenses de l'UNEDIC, dont les comptes sont annexés aux comptes de l'État auprès de la Commission européenne. Ça, c'est un élément important. Donc, si, dans cette hypothèse, toujours l'hypothèse 1, il n'y a pas d'accord, l'État prend un décret. Et évidemment, ce qu'on lui demande, et il n'a pas le choix, c'est, dans ces cas-là, il prend en compte l'accord du 28 avril pour les annexes 8 et 10. Et il le transfère automatiquement. Bon. Ça, c'est possible. Mais il faut encore les aider un peu. C'est pour ça qu'on est mobilisés. Nous, on ne fait pas confiance à ce gouvernement parce que là, leur logique, c'est de dire rassurez-vous, tout va bien se passer, l'accord, on va le mettre en œuvre et autres. On a déjà perdu plusieurs semaines, l'accord il est prêt depuis le 28 avril, et on a une série d'embûches considérables et qui font qu'il n'est toujours pas transcrit en réglementation et il n'est pas applicable pour l'instant au 1er juillet comme on l'a signé et écrit le 28 avril. Et puis l'hypothèse 2, c'est qu'il y ait quand même un accord assurance chômage au régime général. Alors déjà, ça veut dire que s'il y a un accord au régime général, c'est-à-dire que le MEDEF aurait obtenu, le négociateur MEDEF aurait obtenu un petit mandat pour faire une toute petite hausse de cotisation patronale, et ça se traduira par, oui, vous avez vu, pour la CFDT, vous avez vu, on a fait céder le patronat, sauf qu'ils auront fait céder le patronat pour une toute petite hausse de cotisation, et ce sera une considérable baisse de droits pour les chômeurs, parce que, évidemment, les économies, elles seront faites sur le dos des chômeurs, et particulièrement des plus faibles, puisque les projets qui circulent, y compris défendus par la CFDT, c'est de taper sur les plus basses allocations, et encore une fois, sur les 1,4 million de personnes qui sont dans les régimes d'activité réduite. Donc, hypothèse 2, il y a ce truc-là. Et là, c'est encore moins évident que notre accord du 28 avril soit transcrit en entier, tel que, sans changer une virgule. Parce que, évidemment, les signataires de l'accord potentiel hypothèse 2, ce sont les mêmes que les signataires de la lettre de cadrage du 24 mars.
Et donc, la lettre de cadrage du 24 mars, elle prévoit 185 millions d'euros d'économies, donc 105 dans l'accord et 80 à demander à l'État. Je vais essayer de terminer là-dessus. 105 millions, c'est 105 millions d'économies. Alors, les chiffrages des experts disent qu'on en est on est à 93, on est entre 84 et 93 millions d'économies qui se répartissent entre à peu près 40 augmentations de patronales, 40 à 50 de baisse de droits avec le plafond et quelques mesures style de différé congés payés. Et en fait, on n'est pas à 105. Donc là, il y a déjà un petit gap. Alors, il est possible que l'État décide de mettre un peu d'argent à travers différents fonds pour combler les 105. Et puis, il y a une deuxième étape, c'est les 80 millions de l'État. Pour l'instant, l'État n'a rien dit officiellement sur les 80 millions d'euros. Et nous, on se bat pour qu'ils ne les mettent pas, qu'il n'y ait pas d'intervention de l'État. Pourquoi? D'abord, parce que, voilà, on ne veut pas, sur le principe, on dit que c'est la solidarité interprofessionnelle, on n'est pas des mendiants, c'est pas de la politique culturelle, contrairement à ce que dit même encore Laurent Berger il y a quelques jours sur France Inter, c'est des droits sociaux. La politique culturelle, c'est autre chose. Là, on se bat pour le budget du ministère de la Culture, etc. Et le budget des collectivités territoriales, qui est bien mis à mal dans plein d'endroits. Mais donc, et puis surtout, il y a un piège absolu, c'est le piège de la caisse autonome, et puis le piège de les 80 millions d'euros d'économie dans un an, dans 2 ans, dans un an pour ça probablement. Dans un an, on remettra le couvert et vous devrez trouver un accord avec un cadrage financier qui refait 80 millions d'euros d'économie. Et ça, ce ne sera pas possible. On est arrivé à l'os. On pourra pas, on n'obtiendra pas une nouvelle hausse de cotisation patronale comme ça. Donc là-dessus, les 80 millions d'euros, c'est le piège absolu. C'est la caisse autonome qu'on a tous dénoncée et qu'on ne veut pas voir arriver. Et les économies en germe pour la fois d'après. Donc voilà en gros, pardon d'avoir fait un peu long pour essayer de faire l'exposé de tous ces sujets-là. Loi travail, il va y avoir des propositions d'action d'ici le 14, et le 14, il faut absolument réussir les choses. Il faut qu'on se rappelle, nous tous, artistes et techniciens, intervenants du spectacle, qui sommes la majorité ici, que nous ne sommes pas exemples de cette bataille-là. C'est un vaste sujet, nous avons été présents dans les manifs, différentes actions, mais c'est une vraie question. Loi culture, l'article 11A sur le travail gratuit, qui est un vrai scandale, et on a des moyens de lutter contre ça. Et puis, assurance chômage, en lien avec la négociation du régime général, on aura des propositions. On est en train de réfléchir à un parcours de manif pour le 16 aussi, et à des actions. On va y venir dans la discussion. Je suis désolée, des aspects un peu techniques pour ceux qui ne connaissent pas du tout s'il y a des places libres, il y en a des places par-ci par-là. Allez vers le centre pour essayer de remplir, parce que comme ça, les gens qui sont en train d'entrer encore... Il y a encore des personnes qui sont en train de rentrer. J'espère que vous entendez bien. Là. Ceux qui ont une place de libre, lève la main. Donc je profite de cette petite pause pour... Et puis, ça sera... Ah, Samuel, tu as récupéré le micro? Oui, là. Ouais. Samuel va récupérer un micro. Merci beaucoup. Merci de m'avoir prêté votre épaule. Sam. Ah, c'est bien, si ça va le son, c'est bien. Donc il y a une petite pause. Donc Denis a bien sûr rappelé que nous refusons catégoriquement que l'État mette la main à la poche. La politique culturelle, c'est une chose. C'est bien qu'on soit la défense de nos droits, assez nombreux, chômage, on est un peu moins nombreux que les autres fois. Et c'est autre chose. Il ne faudrait pas que ça continue, à ce qu'on soit encore moins nombreux à chaque fois. Je pense qu'effectivement, les annonces du gouvernement positives jouent contre nous, parce que c'est des annonces qui sont faites pour éteindre le feu. Et là, c'est vraiment le moment de mettre la pression. Avant de revenir sur ces choses-là concrètement, je voudrais faire un point général déjà pour dire que voilà, ce que Denis a décrit des séances paritaires, et on ne le répétera jamais assez, montre que ce dialogue social est pourri, n'existe pas. Et tant que les salariés, on ne reviendra pas à une idée du Conseil national de la résistance, des salariés élus qui gèrent nos caisses, sécurité sociale, assurance chômage, retraite, on sera dans des impasses comme ça, tant qu'il y aura le MEDEF et ses valets qui pourront s'asseoir sur le moindre accord démocratique ou
voilà, on peut l'appeler comme on veut, en tout cas l'accord il existe, et tant que ces gens-là pourront effectivement s'asseoir de leur superbe sur tous ces accords-là et décider de nos vies, on ne s'en sortira pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes effectivement dans une situation complexe où le gouvernement annonce qu'il va mettre en place l'accord, mais en fait, l'accord, pour le moment, ne dépend pas du gouvernement. C'est-à-dire que la CFDT, ça a été rappelé par Denis, par la voix de Véronique Descac, a réaffirmé, a dénoncé l'accord en tout point. Elle a même commencé par dénoncer le point sur les femmes enceintes, sur les avancées, sur les maternitantes. Imaginez la chose, en disant que c'était illégal, alors que ce point-là existe déjà maintenant. Donc la CFDT remet même en cause les droits au chômage pour les femmes enceintes. Donc ils vont très très loin quand même dans la dénonciation de cette chose-là. Et il y a un gouvernement qui dit effectivement qu'ils vont mettre en place l'accord, mais quand on leur pose la question, mais est-ce que vous allez pouvoir mettre en place l'accord sans la signature de la CFDT, là ils sont très emmerdés. Parce qu'au niveau du jeu, on sait très bien que la CFDT est un de leurs partenaires privilégiés. La CFDT a signé le pacte de responsabilité, la CFDT a signé l'ANI, la CFDT est en point de mire et en tête sur la loi El Khomri. Donc on voit mal le gouvernement humilier la CFDT. Certes, ils peuvent le faire, hein, ils peuvent le faire par décret. C'est-à-dire qu'ils peuvent effectivement dire on n'a pas la signature de la CFDT, on n'a pas la signature du MEDEF, c'est pas grave, l'accord, on le passe par décret, on l'intègre tel quel dans la Convention d'assurance chômage. Ils peuvent le faire juridiquement. Et si on voit mal le gouvernement actuellement humilier à ce point la CFDT. Bon. Et pour le moment, effectivement, comme l'a dit Denis, le jeu se joue sur le fric. Parce que, en fait, c'est combien ils vont faire, à combien ils vont leur faire les poches. C'est-à-dire que là, il y a un jeu sur le fameux cadrage, et le mot cadrage n'est pas le même pour le gouvernement et pour la CFDT. C'est-à-dire que quand le gouvernement entend cadrage, ils entendent 105 millions. C'est-à-dire que pour le gouvernement, c'est dire, nous, en gros, on considère que les experts, 84-93, ça fait une moyenne de 90, on considère qu'on a 15 millions d'euros à mettre sur la table. Ces 15 millions, en gros, existent déjà dans le fonds de solidarité qui a été créé en 2004 par Dengue de Vabre, qui a, pendant 2 ans, rattrapé énormément de monde, comme un fonds provisoire qui a rattrapé de manière inconditionnelle tout le monde 507 heures 12 mois, et qui ensuite a continué à être mis en place, mais de manière restrictive. C'est l'AFD et l'APS, c'est-à-dire rattraper quelques intermittents qui n'auraient pas fait leurs heures en 10 mois, mais en 12 mois, selon des conditions, selon qu'ils ont plus de 50 ans, etc. etc. Ce fonds-là, effectivement, ne servirait plus à rien, puisqu'on a 507 heures 12 mois pour tout le monde, et donc les 15 millions viendraient abonder à peu près à la hauteur de ce que ça abonde maintenant. Mais ce n'est pas là-dessus que ça va jouer. C'est sur les 80 millions, puisque, encore une fois, quand on entend cadrage, eux, ils attendent cadrage à 185 millions, et de l'autre côté, l'État entend cadrage à 105. Et la CFDT est en train de se battre pour avoir les 80 millions que Valls met déjà sur la table depuis 2014, puisque, pour rappel, c'est pour acheter la paix sociale. Valls a mis 80 millions d'euros sur la table pour acheter le différé d'indemnisation qui ne nous a jamais été appliqué, différé qu'on a contesté, et sur quoi on est parti en grève en 2014. Bien. Et donc ces 80 millions-là, la CFDT et le MEDEF, ils les veulent toujours. Et ça, ce serait très grave, plus grave même qu'un bon accord, si ces 80 millions-là étaient maintenus de manière définitive. Et ça, bien sûr que le risque, c'est que tout le monde rentre chez soi si on a un bon accord, mais je vous le dis, si jamais les 80 millions d'euros là sont mis sur la table de manière définitive, c'est une catastrophe. Parce que ça veut dire que tous les ans, on dépendra du budget de l'État, et que si on pourra nous les retirer aussi vite qu'on nous les a donnés, et ça veut dire que, comme le veut la CFDT, comme a déclaré Berger sur France Inter, la CFDT veut qu'on aille vers une caisse autonome. Ils veulent qu'on sorte de la solidarité interprofessionnelle. Ce serait une vraie catastrophe. Et par rapport à ça, on le redit toujours, mais on ne pourra pas, nous, continuer à nous battre tout seuls. Denis a rappelé que, par ailleurs, sur la convention assurance chômage, c'est les chômeurs à activité réduite qui étaient particulièrement attaqués. C'est-à-dire qu'en gros, si vous lisez leur proposition de convention d'assurance chômage au niveau du régime général, ceux qui vont sortir du chômage à plein temps, enfin ceux qui vont sortir du chômage, qui auront fait 6 ans, 7 ans de travail, qui vont basculer au chômage, eux, ils vont être moyennement impactés, sauf s'il y a la dégressivité. Là, ils seront impactés. Mais ce n'est pas ceux-là qui seront impactés. Ceux qui sont impactés, les premiers visés, c'est ceux qui ont des emplois courts, qui sont comme nous, qui ont des emplois courts et qui peuvent bénéficier d'assurance chômage en complément. Eux, ils se font flinguer. Et je vous l'ai dit, nous, qui sommes particulièrement, qui savons à quel point cette assurance chômage est nécessaire à nos vies.
Nous le savons parce que nous vivons. Et c'est pour ça que nous nous battons aussi parce que nous savons que sans l'assurance chômage, nous sommes morts. Nous pouvons facilement imaginer la vie de ceux qui ont comme nous des emplois courts et qui n'ont pas en plus de l'assurance chômage. Si vraiment nous ne nous battons pas pour continuer à défendre ces gens-là, alors là, oui, on pourra parler de privilèges, ils pourront parler de privilèges parce qu'on aura un bon accord, eux n'en auront pas, et on verra les panneaux à France Télévisions à comparer un travailleur du spectacle, un mec qui conduit les camions pour des sociétés de production du cinéma, où il aura le droit effectivement, annexe 8, à l'assurance chômage intermittent, il a le droit, bien sûr, il travaille par discontinuité, il a tout à fait le droit, et on comparera ça, son cas à lui, avec un autre qui conduit les camions de manière discontinue et qui n'a pas la chance d'appartenir à un secteur spectacle. Je vous le dis, c'est ce qui va arriver. Donc vraiment, on est sur le même bateau, il faut continuer à se battre ensemble, et donc sur cette histoire de calendrier, j'en finirai par là. Ne nous laissons pas attendrir par les annonces du gouvernement. Le gouvernement nous dit qu'ils ont la main, mais c'était les annonces qu'on avait avant le 30. Avant le 30, on était tous informés de la même manière. Le gouvernement nous avait assuré, le 30, ce qui allait se passer, c'est qu'il allait avoir des réserves sur le comme ça, de la CFDT, mais qu'ils allaient dire oui, et que le 1er juin, on aurait l'annonce d'un accord applicable au 1er juillet. Bien, le 30, c'est pas arrivé. Là, ils nous refont le coup, c'est la réunion du 16 juin. C'est-à-dire qu'ils nous redisent, vous inquiétez pas, c'est sûr, l'accord, on va l'appliquer, etc. N'empêche que si vous leur posez la question le 16 juin, si la CFDT dit non, 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 vous faites quoi? Vous les humiliez ou pas? Ouais, on sera très embêtés, vous vous inquiétez pas, ils diront pas non, 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 non. Pour le moment, ils disent encore non, 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 non. Donc, si on ne fait pas comprendre, nous tous, là, à tout le monde, que rien n'est gagné et que c'est maintenant qu'il faut mettre la pression. Maintenant, tout de suite et maintenant, et pas après. Parce qu'une fois qu'il y a de la procédure dilatoire, d'attendre, je ne sais pas où ça va aller. Mais en tout cas, maintenant, il faut mettre la pression. Donc, ce serait bien qu'à la prochaine AG, j'espère qu'il y en aura une lundi prochain, qu'entre-temps, il y ait des actions fortes et qu'à la prochaine AG, on soit le double pour bien montrer au gouvernement qu'on est très attentif à ce qu'ils font et que si jamais les partenaires sociaux, du moins les partenaires sociaux, j'ose même pas appeler les partenaires sociaux, la CFDT, le MEDEF, vraiment ne se plient pas, n'appliquent pas l'accord qui a été déjà signé de manière unanime, eh bien là, ce sera la guerre. Voilà. Donc voilà, on demande que l'accord soit appliqué, l'accord qui avait été voté à l'unanimité le 28 va avril. être à la salle et le premier intervenant, c'est Franck Gilbert du syndicat national libre des artistes, Force ouvrière, CGT. Pardon, Confédération générale du travail, Force ouvrière. Alors il y a un point logistique. Donc apparemment, il y a des personnes qui ne peuvent pas. C'est quoi le motif que la salle est pleine? Je ne sais pas, il y a un nombre voilà, qu'on doit respecter. Peut-être que, il y a pas mal de monde dehors. Il y a des employés de l'Odéon qui sont obligés de refiler des camarades qui veulent assister à l'AG. C'est une situation ridicule. Donc je veux dire, est-ce qu'on pourrait lever ce truc et juste permettre aux gens de rentrer? Ça va, la sécurité, ça va. Il y a normalement des écrans prévus à l'extérieur, donc on va demander à ce qu'ils soient mis en place. Moi je propose qu'un petit groupe de personnes aille s'occuper de ça ponctuellement, négocier. Est-ce qu'un groupe de gens En fait, je crois qu'il n'y a peut-être pas à négocier, en fait. Hein. C'est que... Enfin, je veux dire, je m'entends. Est-ce qu'un groupe de gens veut... Il y a des fauteuils vus d'ici, je vais y aller. Voilà, et on attend un petit peu... voir si ça se résout. Sinon, on rappellera à l'Odéon qu'on est resté 5 jours. Juste là-dessus, apparemment c'est une vingtaine de personnes, donc c'est pas très compliqué. On est en train de voir s'ils sont allés voir et on continue. Donc il y a une vingtaine de personnes. De toute façon, si jamais on avait prévu des retours, parce qu'on n'avait pas une salle de 1000 places, mais s'il y avait eu 200, 300 personnes, ça n'aurait pas été possible. Il y avait des retours qui sont pour voir les trucs, mais ça ne participe pas à l'AG, on est bien d'accord, c'est juste assister. Et si c'est une quinzaine de personnes, on est en train de voir comment on fait pour les faire venir. Bonjour. Denis en a parlé de la dernière séance de négociation du régime général de l'assurance chômage le 30 mai et de l'attitude de la CFDT. C'est une infamie.
C'est une infamie, parce que nous avons toutes les organisations syndicales, et je participais aux négociations avec d'autres camarades Force ouvrière et avec les autres représentants, bien sûr, des autres organisations syndicales. Pendant 2 mois, pendant 16 réunions, pendant plus de 100 heures, Atelier Berthier, très précisément, porte négocier, et en plus, Paris. Dans un cadre fermé, une enveloppe budgétaire, même si les confédérations Force ouvrière et CGT l'avaient refusé le 24 avril, c'est quand même une pression qui s'exerçait. Par exemple, quand la FESAC a demandé que les périodes durant lesquelles nous bénéficions de congés spectacles fassent l'objet d'un différé d'indemnisation, fut-il lissé sur 8 mois. Nous avons proposé que la contrepartie, parce que ça a été une négociation où, dans le cadre d'une enveloppe budgétaire fermée, toute avancée d'un point, mais qui avait un coût, devait être récupérée ailleurs, mais justement, les contreparties devaient être limitées. Dès lors, nous avons proposé que l'allocation de congés payés que nous percevions soit prise en compte dans le calcul de l'indemnité. Ça a été catégoriquement refusé parce qu'il avait été chiffré que cette économie réalisait 50 millions. Et si vous voulez, à partir du moment où un accord qui est aussi précisément négocié pendant 2 mois et signé de toutes les fédérations a été combattu aussi violemment, point par point, par la CFDT et au nom de la CFTC et de la CGC, lors de la dernière séance de négociation interprofessionnelle, c'est une infamie. Mais de la même façon que nous avons tous entendu, et tous les salariés du pays depuis des semaines entendent que c'est Berger, secrétaire général de la CFDT, qui aujourd'hui exige l'application de la